Le 27 mars 1937 paraissait dans le toujours excellent Je suis partout la critique de François Vineuil du film américain Héros à vendre, Heroes for Sale, texte intégral. Ce film américain, inédit jusqu'à ces jours-ci pour Paris, est vieux en réalité de 3 ou 4 ans, une période où Je suis un évadé, avec la magnifique interprétation de Paul Muni, mis en vogue à Hollywood les plus sombres sujets. Je l'avais vu alors dans une séance privée en compagnie de quelques camarades de gauche qui criaient au chef-d'œuvre tyrannisé parce que la censure française, nous devions être sous le président Doumergue, refusait obstinément son visa à la bande. La censure de 1937, si remarquablement sectaire pour tous les rouleaux de pellicule où elle croit apercevoir l'ombre d'une intention fasciste, c'est-à-dire nationale, a autorisé la projection de Héros à vendre, tout particulièrement désigné pour la semaine qui a vu le drame de Clichy, puisque la scène centrale est une rencontre sanglante entre ouvriers et policiers. L'imprudence est telle que l'on peut se demander jusqu'à quel point la censure du Front populaire n'a pas obéi, en l'occurrence, à des consignes provocatrices. Le public parisien du cinéma, d'une apathie grandissante et du reste bien inquiétante, n'a pas encore accouché de la moindre réaction dans une salle où les spectateurs sont relativement mêlés, comme à l'Apollo. En sera-t-il de même dans les quartiers franchement populaires ? Pour ma part, je n'en jurerai rien. Le film présente-t-il au moins un intérêt tel qu'il vaille ce jeu assez dangereux ? Je ne le pense pas. Héros à vendre, une fois autorisé, a vite perdu l'auréole qui entoure toujours plus ou moins une œuvre frappée d'interdit. Une fois de plus, le cinéma est passé à côté d'un vaste sujet qu'il s'agissait de survoler et qu'il a traité au contraire le plus souvent par le bas, avec le mélange trop connu des brutalités et des concessions. L'idée initiale est belle, courageuse et d'importance. Il s'agit de la destinée de la génération du feu, problème qui, cependant, se posa en Amérique avec beaucoup moins de force qu'en Europe. Admettons donc que le jeune Tom Holmes, fantassin yankee sur le front des Flandres, soit une sorte de symbole mondial et que l'on aurait pu aussi bien lui donner un uniforme allemand, anglais ou français. Tom Holmes part volontaire pour un coup de main très périlleux. Au plus fort du danger, sous le feu d'une mitrailleuse, son lieutenant et camarade Winston est pris d'une insurmontable venette. Tom bondit à sa place, grenade au poing, tue les mitrailleurs ennemis et capture un officier. En regagnant son trou d'obus, il est grièvement blessé. Winston le croit mort, décampe avec le Boche et, rentré dans les lignes, se laisse attribuer toute la gloire de l'exploit. À l'armistice, Tom, qui avait été recueilli par les Allemands, retrouve sur le bateau Winston, promu major, largement décoré. Le pseudo-héros se sent une lourde dette à l'endroit du revenant. Il pense s'en acquitter en le faisant entrer dans la banque de son père. Mais Tom, qui a terriblement et longtemps souffert d'éclats dans la colonne vertébrale, a été soigné en Allemagne à la morphine. Il a pris l'habitude de la drogue, il est incapable de toute espèce de travail sans sa piqûre. Le père Winston, qui l'apprend, n'a pas la moindre indulgence pour le malheureux. Il le congédie en criant « Nous ne sommes plus à la guerre !» Winston Junior n'esquisse pas un geste pour sa défense. Tous ces cruels tableaux, qui appelaient si facilement le mélodrame, sont traités avec une exemplaire sobriété. Tom, après une cure de désintoxication, devient chauffeur dans une blanchisserie grâce à Ruth, une charmante fille rencontrée par hasard. Ses initiatives le font vite monter en grade. Il sait reconnaître dans les recherches d'une espèce de maniaque anarchisant, Max, une machine à laver remarquable que le patron adopte séance tenante. Cette histoire d'un homme qui manifeste ses talents et son intelligence dans la blanchisserie est typiquement américaine. Mais n'est-elle pas beaucoup plus près de la vie que tant d'aventures de soi-disant grands artistes ?
L'ancien fantassin s'est donc à peu près réadapté. Mais ici, le film s'aiguille vers un nouveau thème, non moins considérable, le machinisme. Les laveuses mécaniques de Max remplacent en fait les trois quarts des ouvriers. Le bon patron, qui avait un accord avec son personnel, meurt subitement. Le nouveau congédie instantanément les inutiles. Il manifeste. Quelques bonnes observations sur l'illogisme, les fièvres absurdes des masses. Tom, qui essaye d'intervenir courageusement et impartialement, est hué. La police, par contre, le prend pour le meneur et l'arrête pendant un combat sanglant où sa femme, qui aurait mieux fait de rester à la maison auprès de son baby, est tuée d'une balle à la tête. Désormais, tout s'effondre dans la vie de Tom et dans le film. L'arbitraire règne sur toute la dernière partie. Le mélo fleurit et s'épanouit. Tom, condamné à 5 ans de prison, refuse de toucher les bénéfices auxquels il a droit sur la blanchisserie mécanisée et prospère, cependant que Max, l'ancien anarcho, roule en automobile et porte des pelisses de fourrure, ce qui est la dernière notation intéressante du film. Tom n'aura pas le bon avocat qu'il pourrait se payer et qui le tirerait de la geôle. Au sortir de la prison, sans plus se soucier de l'avenir de son enfant, il lègue sa fortune, 50 000 $, à une soupe populaire et, clochard intégral, va grossir le troupeau des marcheurs de la faim où il retrouvera, pour satisfaire pleinement la morale, Winston Junior, ruiné par un crack. Les dernières images des vagabonds entassés dans des trains à bestiaux, pourchassés par la police dans la même boue que celle de la guerre, ont sans doute une cruauté assez puissante. On ne saurait dire assez de bien non plus de l'interprétation. Richard Barthelmess, brave ou amer, avec tant d'intelligente sincérité, la délicieuse Loretta Young, Aline McMahon, la mise en scène de William Wellman est d'une vérité constante dans le détail. C'est une réplique consciencieuse du style sombre de « Je suis un évadé ». Mais il s'en faut que le film possède le même mouvement farouche. Mais surtout, le cinéma a vu beaucoup trop grand. Il esquive, en fin de compte, le rôle du mauvais patron, qui exigeait une toute autre vigueur d'accent. Et il se livre, sur l'autre plan, à la démagogie la moins vraisemblable avec les dollars de Tom. Il a enchaîné 2 sujets d'une telle envergure qu'il n'a pu en tracer qu'un schéma sommaire qui, vers la fin, devient même grossier et ne représente plus que de vagues symboles vidés de toute réalité.